Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Sommes-nous devenus dépendants au cortisol? Tel est le titre de ce nouvel épisode. Alors commençons très simplement. Le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone produite par les glandes surrénales, donc les petites glandes qui sont placées au-dessus de vos deux reins et qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme. Encore un mot un peu savant, pour décrire finalement l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps, notamment pour transformer les aliments en énergie. Pour faire très court, maintenir les fonctions vitales, type respirer, digérer et justement maintenir un peu une température, on va dire, optimale, afin que le corps reste en bonne santé. Bref, tout ce qui permet au corps de fonctionner. Il va aussi servir à gérer l'inflammation au niveau de l'organisme. Donc, la réponse au stress, finalement, et le cycle veille-sommeil. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur YouTube. Chaque matin, le cortisol augmente naturellement. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur Instagram cette fois pour expliquer ce phénomène. Sans ce pic matinal, nous aurions du mal à nous lever, en fait, tout simplement. Il y a certaines études, dont celle publiée en avril 2024 par le Harvard Health, Understanding the Stress Response, donc comprendre les réponses du stress, qui mettent en lumière ce mécanisme. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller lire l'étude. Le problème, c'est donc pas le cortisol en lui-même. Le problème, c'est l'élévation chronique de ce cortisol, qui du coup, aujourd'hui, a la réputation d'être l'hormone du stress. Ne riez pas si vous trouvez que les fleurs ne sont pas tout à fait à la même place, c'est normal parce que je parle tellement avec les mains que le pot est tombé sur ma dernière phrase. Du coup, je reprends. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que le stress chronique, non, reconnaît le stress chronique comme facteur aggravant majeur des maladies cardiovasculaires. Donc on ne parle pas d'un pic ponctuel, on parle d'une activation qui ne redescend jamais. Encore une fois, sur mon compte Instagram, je vous montre au travers d'une vidéo ce que peut générer par exemple l'absorption du café dès le réveil et encore pire à jeun. Je vous invite à la regarder et à en apprendre davantage sur le moment opportun où boire son café. Je ne dis pas de ne plus en boire. Certaines personnes ont diablement besoin de boire leur café pour être efficaces et pour pouvoir commencer leur journée et avoir leurs idées qui se mettent en place dans leur cerveau. Il suffit juste d'ajuster le moment où prendre son café pour éviter une décharge finalement d'adrénaline slash de stress au réveil, une décharge inutile. Revenons-en à nos moutons. Le problème aujourd'hui n'est pas le cortisol en lui-même, mais plutôt l'activation permanente de cette hormone. Aujourd'hui, nous recevons des notifications en continu. On travaille sur écran, on est exposé à des informations anxiogènes en permanence, même quand on essaye de s'en détacher et de les éviter. Et on valorise la productivité à outrance. Une étude récurrente spécifiquement centrée sur le stress réalisée par la Fondation Ramsay Santé révèle que près de 9 Français sur 10 déclarent être stressés et 4 sur 10 disent que leur niveau de stress a augmenté ces dernières années. Enfin, le phénomène touche davantage les femmes, 68% contre 38% chez les hommes, et les jeunes de 25 à 34 ans. Donc le problème, ce n'est pas le stress aigu, le problème, c'est le stress de fond. Ce léger état de tension, cette vigilance constante, ce cerveau qui ne se met jamais vraiment en pause, et nous avons normalisé cette hyper-réactivité. On ne devient pas addict à proprement parler au cortisol, c'est un abus de langage. On ne devient pas addict comme à une substance, mais on peut devenir conditionné à son activation. Et c'est là où ça devient intéressant. Certaines personnes, par exemple, ressentent de l'anxiété dans le silence, de l'inconfort pendant les vacances, ou encore une culpabilité quand ils produisent rien. Pourquoi? Parce que le système nerveux s'habitue à fonctionner en mode alerte. Et ça de manière perpétuelle. Une étude récemment publiée montre que le stress chronique modifie la perception des menaces et maintient un état d'hypervigilance. Comme si le système nerveux ne savait plus identifier ce qu'était réellement un danger d'une simple alerte lambda que l'on va finalement côtoyer dans nos quotidiens modernes. Autrement dit, quand l'activation devient la norme, le calme devient inhabituel.
Nous vivons dans une culture qui glorifie la fatigue, qui valorise le multitâche, qui assimile le repos à de la paresse. Dire je suis débordé, c'est presque devenu un signe de valeur. Ou dire je suis fatigué, un signe d'engagement réel envers son quotidien, son emploi ou les tâches qu'on a à accomplir. Moi, la première, je me suis rendu compte, il y a quelques années, que dire perpétuellement je suis fatigué était devenu comme une sorte d'automatisme. Il y avait certains jours où j'étais moins fatiguée que d'autres, et pourtant, j'en arrivais toujours à la même conclusion, à dire à haute et intelligible voix, je suis fatiguée. Le problème, c'est que le corps entend cette phrase presque comme un ordre, comme si c'était une règle auquel il devait se plier. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation, rendre physique ce qu'on peut concevoir comme étant la vérité dans son esprit. Et pour la petite anecdote, et c'est pour ça que je l'ai précisé dès mon premier épisode, je viens du sud de la France et je travaille aujourd'hui près de Marseille. Pourtant, en tant que journaliste, j'ai fait mes armes, un peu comme tous les journalistes, dans la capitale. Et le grand reproche de Paris, qui était fait à l'encontre des provinciaux, c'était justement le manque de travail, la paresse. Et à vrai dire, je me suis longtemps battue contre cette idée que je considérais fausse. Pour moi, à Marseille, les gens travaillaient autant qu'à Paris. Peut-être différemment, mais autant. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est faux. Mais que c'est pour ça qu'on vit beaucoup mieux dans le sud. Dans le sud de la France, dans le sud-est plus particulièrement, quand on dit de quelqu'un qu'il est fatigué, en général, ça n'a vraiment rien de glorieux. Au contraire. Et je pense aujourd'hui qu'il est important de rappeler que la culture méditerranéenne, le repos, a toujours eu sa place dans nos quotidiens. Un peu plus au sud, en Italie, on appelle ça le dolce far niente, la douceur de ne rien faire. Comme quelque chose qui est important et qui doit faire partie intégrante de notre emploi du temps. Pas mensuel, pas annuel, mais à minima hebdomadaire, voire journalier. Et si vous n'avez pas la ref, je vous invite à regarder Mange Priem, un film qui n'a pas pris une ride et dont on va dire les préceptes sont encore tellement d'actualité. Le repos aujourd'hui se doit d'être justifié. Or, biologiquement, le système nerveux a besoin d'alternance entre activation et récupération. Dans le monde du salariat, par exemple, il est induit par la société occidentale que nous avons droit uniquement à 5 semaines de repos par an. 52 semaines, quand même pas beaucoup. Pourtant, sans récupération, l'information de bas grade augmente. L'information de bas grade, c'est justement le terme un peu scientifique pour expliquer un état inflammatoire sous-jacent qui semble invisible, mais qui se trame quand même dans notre organisme. Dans nos quotidiens, on a supprimé les espaces de décharge, le silence, la marche sans stimulation, sans écouteurs, la conversation sans écran. Et pire, oh, la terreur de tous les jeunes actifs, l'ennui. On a remplacé le vide par la stimulation. Et saviez-vous qu'un système nerveux activé va naturellement demander au cerveau d'envoyer une grande source, enfin une grande quantité de sang au niveau des jambes, au cas où vous auriez à partir en courant. Ça n'a rien de sorcier ni de spirituel, c'est scientifiquement prouvé. Un système nerveux en alerte, donc hyper activé par le stress, va générer un cœur qui bat, une respiration rapide, une tension musculaire, des tremblements, une forte transpiration, voire même des maux de tête ou des troubles digestifs. Aujourd'hui, il est presque impossible de trouver une personne seule dans une salle d'attente, sous un abribus ou dans le train, qui ne soit pas devant un écran. Comme si la solitude, elle était devenue inconcevable et tellement inconfortable qu'on avait besoin perpétuellement de s'accrocher à ce monde virtuel qui nous en éloigne. Mais alors maintenant que l'on comprend ce qu'est finalement l'écrasante frénésie sociétale qui nous mène à ce rapport, beaucoup trop étroit avec l'hormone du stress qui est le cortisol, comment peut-on changer ça? Pas par des révolutions, pas par des transformations radicales, mais plutôt quelques leviers simples par jour qui vont permettre au système nerveux de prendre un petit peu des vacances, quoi. Par exemple, 5 minutes sans écran entre 2 tâches ou même, 5 minutes sans écran, par jour. Ça devrait être, faisable quand même.
une lumière naturelle le matin, par exemple, et non pas, se ruer tout de suite sur les réseaux sociaux, et s'envoyer de la lumière bleue, dans le visage au réveil. Un petit déjeuner protéiné pour stabiliser la glycémie. Un café pris un peu plus tard, comme énoncé, au début de ce podcast. Marcher sans écouteurs et dîner sans multitâche. Sans regarder son écran, sans faire autre chose, sans être à moitié assis sur sa chaise, en pensant à ce que vous devez faire après et ce que vous avez fait avant. Mais plutôt partager un vrai moment, même si vous êtes seul. En France, on est aujourd'hui le dernier pays d'Europe à encore avoir des horaires, de repas définis. Ça paraît fou, mais dans les pays d'Europe, et je parle même pas, des États-Unis ou de l'Australie, où on peut manger tout et n'importe quoi à toute heure. Alors qu'en France, on a encore un rapport au petit déjeuner entre, je sais pas moi, 6 heures et 9 heures. La pause déjeuner, c'est entre midi et 14 heures, et le repas, on va dire que le soir, ça va débuter, à partir de 19h30, jusqu'à 21 heures. Et je pense que c'est pas anodin qu'en France, on ait conservé ça. C'est parce qu'on a conscience qu'une routine alimentaire, même au niveau des horaires, va avoir un impact bénéfique sur la manière dont on va pouvoir, gérer ces repas justement qui sont aussi extrêmement importants dans notre culture de bien manger. Enfin, dans votre temps libre, sans écran, si vous avez le temps et l'envie, je vous invite à lire l'ouvrage de Henri Laborie, Éloge de la fuite. Un petit peu complexe à lire, mais très intéressant sur la manière dont l'homme avec un grand H va mettre en place tous les subterfuges possibles pour fuir justement cette partie de vide, de silence, de repos auquel il a droit, mais que la société aujourd'hui lui a fait croire qu'il ne mérite plus. Et alors les questions que je me pose et que je vous pose, c'est quand avons-nous commencé à glorifier la fatigue? Principalement, je pense avec la révolution industrielle, qui a fait que nous avons valorisé la productivité, le rendement, la culture entrepreneuriale moderne aussi, heu, nous a pas vraiment aidés, même si je suis la première à prôner la création et l'entrepreneuriat. Mais la performance constante, le hustle culture, est devenu omniprésent, notamment au niveau des jeunes générations. Et enfin, bien entendu, on dirait que je jette un pavé dans la mare, mais les réseaux sociaux. La mise en avant de la réussite, qui avant n'était visible qu'à la télé finalement, et c'était presque, il y avait des émissions qui étaient dédiées aux gens qui réussissaient comme si c'était, anecdotique. Alors qu'aujourd'hui, on a ouvert le champ des possibles, on a dit aux jeunes générations qu'on pouvait réussir, que c'était presque facile de réussir, qu'il suffisait de travailler. Mais le problème, c'est que maintenant on se sent obligé de réussir, de créer, de faire quelque chose de grand. Ça peut en motiver certains, mais ça va en écraser une majorité d'autres. Il faudrait qu'on soit toujours occupé à réussir finalement. La fatigue, elle est devenue un symbole d'importance et de réussite. Être épuisé, c'est être utile quelque part. Mais être utile à qui? La seconde question que je me pose, c'est pourquoi le repos culpabilise? Parce que beaucoup ont intégré l'idée que la valeur personnelle était étroitement liée à la productivité. Ce qu'on était capable d'accomplir, comme si on oubliait l'être dans le faire. Se reposer, c'est perdre son temps. Et le temps, c'est précieux. J'irais même jusqu'à dire, le temps, c'est de l'argent. Enfin, ne rien faire est aujourd'hui symbole de paresse. Or, biologiquement, le repos est une fonction vitale de régulation du système nerveux, des hormones, comme celle du cortisol, et de la récupération cellulaire. Comme si le simple fait de dormir, et il y a bon nombre de personnes qui ne dorment pas, moi la première qui ai un bébé de 13 mois, qui empêche beaucoup de mes nuits censées être réparatrices, la culpabilité vient d'une norme sociale, pas d'un besoin physiologique. Le corps, il culpabilise jamais d'avoir pas assez travaillé. C'est l'esprit qui le malmène. Enfin, le calme est devenu inconfortable, car il est simplement moins familier. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il existe des retraites pour se ressourcer dans le silence. Alors, loin de moi l'idée de critiquer les gens qui souhaitent apporter un peu d'apaisement à travers ces retraites. Est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui payer pour se retrouver dans le silence? Dans le calme?
Est-ce qu'on doit monétiser le repos de l'esprit et la récupération du système nerveux? Il n'y a pas quelques petites choses à faire avant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, c'est pas l'ennemi, c'est le messager. La vraie question n'est pas comment supprimer le stress, mais comment recréer la régulation dans une époque qui valorise l'activation permanente. Et peut-être que la longévité, bah, c'est là qu'elle commence. Chez Slow Longevity, on ne cherche pas à aller plus vite, on cherche à comprendre mieux. C'était Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a aidé à voir plus clair, vous pouvez le partager ou mettre un pouce. Et sur ce, je vous dis à très vite.